Bonjour à tous. Donc, la présentation flash de maintenant va être relative à la question de savez-vous lire un brevet et nous allons essayer de vous éclairer sur comment évaluer les conséquences de son existence. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux poser une petite question? Qui parmi vous n'a jamais lu de brevet? D'accord. Et parmi ceux, donc, grande majorité qui en ont lu, est-ce que vous avez trouvé sa lecture aisée et est-ce que vous avez eu l'impression d'optimiser sa lecture? C'est une matière qui est quand même relativement complexe, donc on va essayer de voir certains aspects aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va présenter notre métier, qui est le métier de conseiller en propriété industrielle, pour que vous appreniez à nous connaître un petit peu mieux. Et on va aborder le brevet sous deux angles, brevet en tant que source d'information et brevet en tant que source de droit. Alors, le métier de conseiller en propriété industrielle, c'est plus qu'un métier, c'est une qualification, puisque nous passons un examen. Les conseillers en propriété industrielle sont répartis en deux catégories. Il y a la mention brevet et la mention marque. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on est tous les deux de mention brevet, donc c'est-à-dire qu'on est des techniciens. Moi, en ce qui me concerne, je suis chimiste et Samuel est mécanicien. C'est pour ça qu'aussi, il nous faut cette technicité pour pouvoir rédiger les demandes de brevet, les comprendre, les défendre et aussi les attaquer, parce que bien souvent, on attaque les brevets des concurrents de nos clients. Donc, notre activité, c'est justement vous aider à protéger vos innovations et créations, à constituer des droits, de la valeur, pour constituer du patrimoine, et aussi pour vous accompagner dans la création d'une stratégie globale de protection de vos innovations et créations. Donc, nous sommes une profession réglementée, donc on appartient à la compagnie des conseils en propriété industrielle, au même titre que les avocats appartiennent à l'ordre des avocats. Nous sommes soumis à un code de déontologie strict, c'est-à-dire que tous les échanges que l'on a avec nos clients sont soumis à confidentialité et on a aussi une éthique très forte. Je vais maintenant donner la parole à Samuel. Merci Laure. Donc, nous allons parler du brevet. Un brevet, c'est quoi? C'est tout d'abord un monopole. Donc, c'est un monopole, c'est le droit d'interdire de reproduire l'invention telle que définie par les revendications, sous réserve de conditions de brevetabilité, vous en avez certainement entendu parler, nouveautés, activités et applications industrielles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il faut décrire l'invention de manière suffisante pour que l'homme du métier puisse la reproduire et soit en mesure de la mettre en œuvre. Ce qui nous fait dire que l'invention n'est pas seulement un droit opposable, c'est aussi une source d'information technique et il faut l'avoir en tant que telle. Les analyses disent qu'il y a 80% de l'information technique qui est disponible, mondiale, de l'humanité, qui est disponible au niveau des brevets. Donc, le suivi des publications au brevet vous permet d'avoir accès à ce qui existe déjà. Rien ne sert de réinventer la roue si elle a déjà été faite. Le brevet, c'est une source d'information technique, c'est un document écrit qui a été généré par un conseiller en propriété industrielle, généralement, qui contient les informations techniques suivantes. Dans la description, vous allez avoir ces informations techniques. Description et dessin. Les revendications seront traitées par l'ordre ultérieurement. Dans la description, vous avez tout d'abord un état de la technique. Ensuite, vous avez une description détaillée de l'invention. Et ensuite, vous avez un exemple de réalisation de l'invention. Cet exemple de réalisation en mécanique, ça va être le mode de réalisation. En chimie, ça va être des exemples qui sont quasiment aussi détaillés que dans le cadre d'une publication scientifique. Ces exemples, c'est là que la technicité du conseil industriel, en propriété industrielle intervient. Ils sont là pour moduler ce qu'on va divulguer et ce qu'on va garder en tant que savoir-faire. Donc, il va y avoir un mix entre ce qu'il faut décrire suffisamment pour permettre de reproduire l'invention, mais pas trop pour pas livrer le savoir-faire de l'entreprise. Où vous pouvez lire des brevets? Sur les bases publiques, qui sont généralement celles de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, PatentScope, sur la base de l'Office européen des brevets, ESPACEnet, sur une base publique, Lens.org, produite par des Australiens, ou encore sur Google avec Google Patent. Je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire en termes de veille économique et concurrentielle sur le cadre des brevets et veille technologique. Vous avez à l'écran la présentation du résultat sur la base de mots-clés, intelligence artificielle,
vous avez 175 000 familles de brevets disponibles sur Espacenet qui traitent d'intelligence artificielle. Et si vous ciblez plus, si vous cherchez intelligence artificielle et mettant en œuvre des dispositifs spécifiques de calcul, vous en avez 56 000 demandes de brevets. Ces brevets sont répartis territorialement. Vous avez à la gauche de l'image une répartition territoriale. Et vous pouvez voir aussi, étudier la croissance quand ces brevets sont intervenus. Et on voit que c'est récemment que les dépôts en matière de brevets en matière d'intelligence artificielle interviennent. Et vous avez en bas à gauche une répartition géographique pour voir où est l'activité brevet dans ce domaine. Et enfin, à droite, vous avez la liste des principaux acteurs qui travaillent dans le domaine de la propriété industrielle. Le brevet, c'est une information qui est structurée, qui répond à un certain nombre de normes, et notamment sa page de garde nous donne un certain nombre d'informations. Pour faire court, vous allez avoir le titulaire, le numéro de publication, qui est un document clé, un élément clé pour retrouver un brevet, le territoire, le code pays, et vous avez aussi une information en lettres après les chiffres, tels qu'un numéro A, B, C, qui vous dit quel type de document auquel vous avez affaire. Donc le brevet, c'est aussi, en plus d'être une source d'information, c'est un monopole. Alors, avant de passer à la deuxième partie, justement, du brevet en tant que source de droit, là, on a parlé du brevet en tant que divulgation. Donc, c'est une divulgation qui est extrêmement complète. Dans le brevet, il y a plusieurs parties. Il y a la description et les revendications. Quand nos clients regardent un brevet en tant que source d'inspiration, pour voir un petit peu ce qui est travaillé sur le marché, et puis aussi pour se dire, bah mince, tout le monde travaille là-dessus, moi je travaille pas là-dessus, il faut peut-être que je m'y mette. Ils vont regarder tout, la description, les exemples et pas seulement les revendications. Par contre, quand on commence à parler d'un brevet en tant que droit, donc c'est plus un document, c'est le monopole qui va constituer un obstacle à l'exploitation que peuvent faire les tiers de l'invention qui est protégée par le brevet. Là, les revendications vont avoir toute leur importance. Donc les revendications, c'est ce qui se situe à la fin et qui détermine la protection qui est attachée à une demande de brevet ou à un brevet. Donc c'est extrêmement important de prendre en considération ce qui est protégé dans les demandes de brevets et brevets de vos concurrents pour éviter en fait d'investir dans des recherches, dans des industrialisations coûteuses pour se rendre compte finalement que c'est pas possible de les exploiter, de les commercialiser parce qu'elles sont couvertes par le droit d'un tiers. Alors, à noter quand même qu'un brevet ne fait pas obstacle aux activités de recherche, mais aux activités uniquement à visée commerciale. Donc, quand on analyse un brevet en tant que monopole et obstacle à la liberté d'exploitation, l'analyse, là, dans ce cas, va être différente. Quand on a identifié une demande de brevet ou un brevet susceptible de gêner l'exploitation que l'on souhaite faire, il est nécessaire de faire plusieurs vérifications. Pas juste nécessaire de lire la demande de brevet ou le brevet qui a été identifié. Le brevet confère une protection de 20 ans à compter de sa date de dépôt qui est territoriale. Donc, il va falloir identifier la couverture géographique qui est associée à ce brevet ou à cette demande de brevet. Souvent, en fait, on va avoir différents membres dans la famille avec, quand on a identifié, par exemple, un brevet français, son pendant américain, son pendant japonais, son pendant européen. Donc, il va falloir faire une étude par rapport à tous ces éléments. Ensuite, il va falloir identifier son statut juridique. Parce que c'est pas parce que vous avez identifié un brevet publié dans une base de données qui constitue un droit toujours gênant parce que c'est un brevet qui a pu être abandonné. Un brevet doit être maintenu en vigueur par le paiement des annuités tous les ans. Et il se peut aussi que ce soit une demande de brevet qui n'a jamais été délivrée, qui a été rejetée. Donc il va falloir faire déjà cette analyse. Ensuite, si c'est un titre qui est toujours en vigueur, il va falloir regarder la portée des revendications. Essayez de vérifier si ce que vous souhaitez faire tombe sous le coup des revendications du brevet. Et si vous avez répondu sur « oui,
il existe un brevet dans le territoire qui m'intéresse. Oui, ce brevet est en vigueur. Oui, les revendications sont susceptibles de couvrir ce que je veux faire. Il va falloir regarder le stade, si on en est à une demande, si elle a des chances d'être délivrée, si c'est un brevet délivré, si ce brevet est valable, pour pouvoir en tirer les conséquences. Alors les conséquences peuvent être de différentes sortes. Soit je change de technologie, soit j'estime que le brevet a des faiblesses et je décide de l'attaquer, ou bien je me constitue un dossier pour le cas où j'en ai besoin demain si on veut me l'opposer, ou bien je me rapproche de son titulaire pour tenter de négocier une licence ou de l'acquérir. Alors au niveau justement de ce qu'on trouve dans les bases de données, j'ai mis quelques exemples ici. Vous avez des demandes qui sont publiées sous le numéro WO. Donc ça, c'est des demandes qu'on appelle des demandes internationales. Un brevet mondial n'existe pas. Donc si vous tombez sur une demande de ce type, c'est forcément une demande provisoire qui a été déposée, mais on ne sait pas encore ce qu'elle a pu donner. Donc admettons que vous trouviez une demande WO publiée en 2017. Aujourd'hui, pour savoir si elle est susceptible de vous gêner, il va falloir regarder si elle a donné lieu à une protection, par exemple en Europe, aux États-Unis, au Japon, enfin au territoire qui vous intéresse. Ensuite, quand on identifie une demande de brevet publiée, donc c'est une demande qui a été déposée. Aujourd'hui, vous pouvez déposer une demande de brevet sur l'aspirine. Vous n'obtiendrez jamais un brevet sur l'aspirine. Donc, il faut bien faire une différence entre ce que vous identifiez en tant que demande, donc ce qui est à droite, à gauche, et ce qui est un brevet d'invention, donc c'est-à-dire là, en France, qui a subi l'examen qui aujourd'hui en France est complet et qui a abouti à la délivrance. C'est deux choses qui sont complètement différentes quand on analyse un brevet en tant que source de droit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les revendications peuvent évoluer entre le dépôt et la publication première que vous allez trouver qui correspond à la publication de la demande et le brevet délivré et sa publication en tant que brevet délivré. Donc là, un petit exemple simple sur un rasoir. Au départ, la première revendication de la demande de brevet telle que publiée et donc déposée, protéger un rasoir dont la tête est pourvue d'un organe protecteur dans lequel elle s'emboîte de manière amovible pour protéger là où les lames de coupe avant et éventuellement après usage. Elle comporte au moins une pièce apte à être brisée lors de la première désolidarisation de l'organe protecteur et de la tête. Cette pièce peut par exemple être un collier sécable. Par contre, dans le brevet délivré, une précision a été apportée sur la nature de la pièce. Il a été précisé qu'il s'agit d'une languette fixée soit sur la tête, soit sur l'organe protecteur, et venant en prise respectivement, soit sur une partie de l'organe protecteur, soit sur une partie de la tête, de manière à être brisée lors de la première désolidarisation. Donc on voit bien que l'analyse en termes de la protection conférée par le brevet n'est pas la même si on fait l'analyse sur la revendication initiale et sur la revendication telle que délivrée. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi on lit un brevet. Est-ce qu'on le lit pour source d'information ou si on le lit pour vérifier si on est libre d'exploiter ou pas. Alors ensuite, pour terminer, on souhaitait aborder le fait qu'un brevet, c'est un droit d'interdire. Si vous êtes titulaire d'un brevet, vous pouvez interdire à vos concurrents de reproduire l'invention qui est protégée, bien entendu, sous réserve que votre brevet soit valable. Par contre, ce n'est pas un droit d'exploiter. Bien souvent, on rencontre cette confusion auprès de nos clients qui pensent que dès lors qu'ils ont déposé une demande de brevet, ils n'ont pas besoin de faire l'étude de liberté d'exploitation, de vérifier qu'il n'y a pas le droit d'un tiers qui peut les gêner. Et le problème, c'est que ce droit d'un tiers peut être, et la plupart du temps, aussi postérieur, il peut être antérieur ou postérieur au dépôt de la demande de brevet. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Donc, j'ai pris un petit exemple, alors très schématique, d'un brevet pionnier où la protection conférée est extrêmement large. C'est l'ovale bleu. Et postérieurement à ce dépôt de brevet, qui peut être délivré, bien entendu, on a le dépôt d'un brevet de perfectionnement qui va aussi conduire, s'il répond aux conditions de brevetabilité, à une protection valable et qui va
permettre à son titulaire de réserver une petite enclave dans la protection conférée par le brevet pionnier. Donc en fait, quelle est la situation? Le titulaire du brevet pionnier va pas pouvoir exploiter la petite partie rose sans l'accord du brevet de perfectionnement, et le titulaire du brevet de perfectionnement ne va pas non plus pouvoir exploiter sans l'accord du brevet pionnier. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve souvent dans des situations de licence croisée ou aussi dans des situations de litige, parce qu'il va y avoir une collision entre ces différents droits. Alors, petite explication, illustration peut-être un peu plus parlante dans mon domaine, un de mes domaines techniques. Par exemple, les compositions cosmétiques. Au départ, quand l'acide hyaluronique a commencé à être utilisé, par exemple dans les compositions cosmétiques, on peut obtenir une protection très large sur une composition cosmétique qui comprend l'acide hyaluronique et un corps gras. Donc, c'est la protection bleue. Et postérieurement à ça, il est possible quand même d'obtenir des protections beaucoup plus restreintes. J'ai montré un exemple où là, on ne va pas avoir 2 composants, mais 3. L'acide hyaluronique, le corps gras, un actif cosmétique très particulier. Et si on arrive à démontrer, par exemple, que l'acide hyaluronique et cet actif particulier ont un effet synergique, répondent aux conditions de brevetabilité, donc nouveauté, activité inventive, on peut de nouveau obtenir un brevet sur le petit encart rose. Donc ça peut être le même titulaire ou un autre titulaire. Donc on voit quand même qu'on a une matière qui est assez complexe, donc complexe par rapport à la rédaction, à la lecture, mais aussi par rapport à l'analyse pour la liberté d'exploitation. Donc pour finir, on vous remercie d'avoir assisté à notre présentation. Vous pouvez retrouver notre profil et on est à votre disposition à la fin de la présentation pour vos questions. Merci. Et si on a le temps, merci.